Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes, en quête de sagesse ou tout simplement inspirés, nous prêtent leurs lunettes pour voir le monde tel qu'ils le contemplent. Vous êtes dans l'émission Envie de sagesse. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Philippe Antut, qui est psychomotricien et qui est également enseignant de Wajutsu. Il va nous en parler dans un petit moment. Il a également fondé une méthode originale de respiration qui s'appelle Acorescence. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors on va parler un petit peu de votre parcours. Vous êtes mon invité dans cette émission Envie de sagesse, dans la deuxième de l'année. Et alors pourquoi je vous ai invité? Parce que votre parcours m'a vraiment semblé porteur de toute cette quête de sagesse. Comment vous êtes arrivé dans ce milieu du Wajutsu? Le milieu du Wajutsu, c'est un peu comme Obélix, on est tombé dedans. À l'âge de 9 ans, chercher une discipline et dans le village où j'étais, il y avait du judo. Donc j'ai commencé dans le judo, il y avait quelques membres de ma famille qui en faisaient. Puis naturellement, parallèlement au judo, il y a eu le jujutsu, une méthode de jujutsu particulière qui a été par la suite dénommée Wajutsu, c'est-à-dire art de l'accord et de la paix. Ah oui, donc c'est vraiment un art de la paix. C'est un art de la paix, alors progressivement, après à partir de 18 ans, j'ai raccroché le kimono du judo et j'ai continué dans la discipline et très rapidement je suis passé enseignant. Voilà maintenant 30 ans que j'enseigne bénévolement. J'ai enseigné sur 4 ou 5 associations, là, j'en suis à mon 5e club. Là, vous enseignez actuellement sur Agen? Alors actuellement, j'enseigne sur Agen et Villeneuve-sur-Lot. Je suis directeur technique des deux clubs bénévoles. En quoi ça consiste précisément? Parce que tout le monde connaît le judo. Quelle est la différence avec le Wajutsu? Alors historiquement, ils ont les mêmes origines. Le Ju, c'est souplesse d'esprit et de corps. Le Wa, c'est l'accord, l'harmonie, la paix. Le Jutsu, c'est la méthode qui permet d'aller vers le Wa. Le Do, c'est la voie, c'est l'aboutissement du Ju. Maître Jigoro Kano, le fondateur du judo, comme j'en parle dans ma conférence, a élevé le principe de la technique du harage, sa centration énergétique abdominale. Il a élevé un principe d'entraide et de prospérité mutuelle, donc d'ouverture de soi et de cœur. En France, il y avait le judo traditionnel et s'est développé le judo moderne d'opposition et de compétition. Et c'est pour ça que je n'étais plus en accord avec cette méthode devenue sportive et je me suis orienté et j'ai continué à enseigner et à apprendre et à m'élever dans cette discipline, dans cet art qui est le Wajutsu. Un art, pourquoi? Parce qu'un art, ça va vers le subtil, du plus grossier au plus subtil. Et donc le seul adversaire à vaincre, c'est soi-même. Ah oui, donc en fait, on le vainc comment cet adversaire dans cette philosophie? Ça c'est à force de travail physique, physique, donc le plan phi, le travail technique avec son partenaire, mais avec ça il y a des notions énergétique, diminuer la force, donc minimum d'effort pour un maximum d'efficacité. On s'aperçoit que au Japon, à partir du 9e siècle jusqu'au 16e et même actuellement, ils se sont aperçus que l'énergie centralisée dans le hara avait une puissance plus importante que la force musculaire. Et donc ils ont développé beaucoup cette énergie du harage qui permet une stabilité physique et mentale, qui permet de décupler ses capacités, mais aussi au niveau de la vitesse. Et ça, c'est plus on lâche le mental, plus on se centre au niveau du hara, du ventre, et moins on est dans la tête. Et la tête, c'est trop long, le mental est trop lent, voilà, et pas assez puissant. Donc, au lieu d'être dans une technique de l'opposition de deux principes opposés qu'on appellerait yin et yang dans le Tao, on va travailler dans la question de fusion. Et là, on retrouve bien les principes de Jigoro Kano, fondateur du judo, qui ont été repris
quelques années plus tard par maître Ueshiba, le fondateur de l'aïkido. Et si on reprend l'étymologie, Aï c'est réunion, Ki des énergies, Do la voix. Donc nous sommes bien dans une dans une étude de fusion, de paix et de réunion du physique et du mental pour après faire un équilibre d'esprit et de corps. Et vous avez une tenue qui est proche, je vois la photo sur votre bureau, vous avez une tenue qui est proche de celle de l'aïkido, avec une espèce de kimono noir en bas. Alors c'est un kimono. Alors sur les entraînements quotidiens et hebdomadaires, nous avons un simple kimono blanc. Après nous avons la tenue traditionnelle que l'on appelle le hakama, c'est la jupe culotte qui est portée plus souvent régulièrement chez les aikidoka pendant leur entraînement. Pour nous on la garde simplement parce que c'est plus facile de travailler sans au sol quand nous travaillons des techniques au sol et des déplacements au sol. C'est plus compliqué pour les pratiquants novices. Donc c'est pour ça que c'est plus simple de travailler avec un simple kimono, quoi. Et vous êtes proche de l'aïkido en fait, comme vous avez aussi un sabre, enfin comment on appelle un sabre? Alors les techniques martiales, ce sont donc des techniques de combat qui au départ étaient faites pour l'attaque et la défense et qui étaient faites pour être efficaces, le sont certes toujours, mais comme il n'y a plus besoin actuellement normalement de se battre, l'objectif n'en est pas là dans une quête d'efficacité, mais plutôt dans un cheminement individuel et collectif. Et la question du spire, donc du spirituel, du subtil, c'est pas du religieux, ça n'a rien à voir. Le subtil, c'est qui va amener à une ouverture de conscience et à une prise de conscience de moi-même dans ce qui est un peu la lutte contre mon ego. C'est pas la lutte, c'est l'acceptation de mes difficultés, l'acceptation de mes points faibles pour les renforcer et ensuite pour que je sois en paix avec moi-même et donc avec mon partenaire, puisque comme il n'y a pas de compétition, nous travaillons avec un partenaire qui m'aide à évoluer et non un adversaire. Bien sûr. Ça change tout. Le concept est bien sûr essentiel. Bien sûr, le partenaire n'est pas là pour me faire des cadeaux, mais il n'est pas là pour m'empêcher d'évoluer, il n'est pas là pour écraser l'autre, mais il va doser la force, doser la vitesse en fonction de mon niveau pour me permettre d'évoluer progressivement. Ah oui, c'est en ça que j'entends que c'est tout un art, à la fois d'évoluer soi-même et de laisser le partenaire évoluer, parce qu'effectivement, on n'est pas forcément au même niveau. Eh bien, oui, tout à fait. Et plus mon partenaire évolue, et plus je serai à même, et il sera à même de m'aider pour m'évoluer. Donc, c'est ça ce qu'il faudrait, c'est que, et là, Jigoro Kano, ça a été son génie, le fondateur du judo, ça a été que entraide et prospérité mutuelle pour aider les peuples, les êtres et les peuples en eux. Oui. C'est une voie de sagesse. Par extension. Alors, le judo originel, c'est une voie de sagesse. La difficulté, c'est de ne pas rester au départ dans la dualité d'opposition. Le jeune budoka, c'est-à-dire pratiquant d'arts martiaux, a besoin de se tester comme les enfants, comme mes adolescents, tout ça, vont tester leur père physiquement parce qu'ils ont besoin d'éprouver leur corps. Et ça, c'est une nécessité. Mais soit je reste là toute ma vie à chercher à montrer que je suis le plus fort et à lutter contre ma régression physique au fil des âges. Donc soit je reste à vouloir toujours essayer d'être le plus fort et on s'aperçoit bien que la compétition ne mène à rien. Sinon à des frustrations, à des conflits et que ça n'amène pas la paix. Donc l'idée c'est d'accepter son vieillissement, d'accepter ses limites et d'abord d'en prendre conscience et ensuite de les accepter. Voilà. Et peut-être de découvrir quelque chose de plus grand. Et une de ces choses les plus grandes, c'est entraide et prospérité mutuelle. On va écouter le premier extrait musical que vous avez choisi. Donc c'est The Sound of Silence de Disturbed. Je
ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est une autre version. Elle avait été interprétée par Simon et Garfunkel. Et j'aime bien Disturbed, cette version plus groove, plus profonde au niveau de l'interprétation. On l'écoute. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs and voices never shared, and no one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out his warning, and the words that it was forming, and the sign said the words on the prophets are written on the subway walls, and tenement halls, and whispered in the sound of silence. On vient d'écouter ce magnifique morceau, Philippe, et vous me confiez tout à l'heure que parfois vous proposez des démonstrations de votre art sur cet extrait musical. Ça doit être magnifique. C'est sûr que les arts se complètent et les arts sont là pour faire émaner ce qui est beau dans les gens. Et donc, oui, la musique, plus
vient me faire vibrer dans ma pratique technique. Alors on ne le fait pas à l'entraînement, mais lors de démonstrations publiques ou même simplement parfois pour se faire plaisir. Comme la musique va exacerber le danseur, pas que la musique, hein, tous les arts. Et plus on s'élève en conscience, plus on va travailler sur soi, se libérer de nos peurs et vibrer dans ces cellules. Et plus les autres arts peuvent nous aider à nous ouvrir et à nous faire vibrer, que ce soit la danse, la musique, la peinture, quels que soient les arts. Oui. Donc pour moi, l'idée, c'est d'embrasser tous les arts. Oui. Il y en a qui nous conviennent ou moins, mais voilà, moi je sais que la musique me fait vibrer et d'autant plus au travers de ma pratique. Oui, c'est vrai que l'art comme une école d'inspiration, pour une sensibilité à ses propres images inspirées. Et donc, vous parlez d'inspiration. Et là, ben oui, par l'inspiration, on reçoit ce que les orientaux appellent l'énergie. Donc, les japonais, le ki, Oui. les chinois, le chi, les indiens, le prana, et chez les grecs, c'est pneuma. Et donc, ils disent que, les hindous disent que par les narines, on perçoit certes l'oxygène, mais on perçoit aussi l'énergie, l'éther cosmique, cette énergie, qui vient régénérer nos corps subtils. Donc il y a l'oxygène qui vient faire fonctionner notre corps physique, mais il y a aussi le côté vibratoire et énergétique. Oui. Et donc on voit bien que dans l'étymologie de nos mots, et notamment les poumons, pneuma, pneumologie, eh bien c'est aussi l'énergie. Ouais. J'allais rebondir, c'est ce chinois célèbre, mais je ne sais pas dire son nom, qui parle de la mélodie secrète de l'univers à propos de ce rythme. Alors oui, les très grands maîtres, plus on travaille en subtilité, plus on s'élève en conscience, et plus on perçoit des choses subtiles. Voilà, ce que le novice va passer à côté, parce qu'il n'est pas en capacité d'être à l'écoute. Donc voilà, sur tout ce cheminement martial et que j'essaye de transmettre aux débutants, mais aussi aux très hauts gradés que j'ai, qui pratiquent depuis 20-30 ans, parallèlement, je souhaitais que ma vie soit aussi, mon travail quotidien, soit aussi en accord avec ça. Et donc j'étais sorti d'école, j'étais rentré sous-officier dans l'armée de l'air. Ah oui, j'allais justement vous interroger sur votre parcours professionnel. Et oui, et donc j'ai fait 15 ans de service en tant que sous-officier et j'ai passé du bon temps, mais ça a commencé à 35 ans à plus trop avoir de sens. Et donc, naturellement, une porte s'est ouverte à moi, c'est la psychomotricité, et c'est pour ça que à 35 ans, j'ai repris les études. J'ai repris 3 ans d'études et donc je me suis formé en tant que psychomotricien. Oui. Je voulais juste revenir une toute petite parenthèse sur le Wajutsu parce que vous avez beaucoup évoqué les maîtres différents. Est-ce que vous suivez toujours un enseignement auprès d'un maître ? Oui. Alors, j'ai pas parlé de mon maître. J'ai la chance d'avoir un maître français qui a été formé par maître Okuyama au Japon. Ce maître, c'est maître Jacques-Jean Quérault, qui enseigne encore à ses très hauts gradés. Il avait un parcours de judoka. Il était passionné par le judo traditionnel, a été compétiteur international en France, en Belgique. Il a été aussi formateur, instructeur et formateur au sein de la fédération belge. Il a formé un 5e au championnat du monde. Et voyant que le judo devenait de plus en plus physique, de plus en plus de musculation et de moins en moins de cet art du jiu, oui, de la souplesse, ça lui convenait plus, donc il a raccroché son kimono de judo et donc il est reparti dans les années 70 au Japon et il a été
formé jusqu'au 5e dan et jusqu'au titre d'Okudenshian, c'est-à-dire de maître, par maître Okuyama. Et donc, il a fait sa synthèse de ses études, ce maître Okuyama, et a formé une école où il y a une partie, bien sûr, martiale, c'est la défense, mais une partie du Ko-Shiatsu et une partie thérapeutique. Mais vous-même, vous vous formez toujours auprès de votre maître? Alors oui, j'ai la chance, actuellement, avec les problèmes sanitaires, les stages ont été suspendus, mais jusque l'an dernier, et j'espère encore l'année prochaine, que nous pourrons poursuivre, et je continue de finir mon premier degré de la maîtrise et d'attaquer le 2e degré de la maîtrise. D'accord. Donc tout à l'heure, vous avez commencé à aborder votre votre reconversion professionnelle, passer d'un sous-officier militaire à un psychomotricien. Ça se fait comment, ce passage? Ce passage, ça n'a pas été facile sur un plan cognitif. Il a fallu reprendre les études qui pour moi m'avaient poursuivi plus jeune. Mais ça s'est fait naturellement. Et quand c'est votre voie, les portes s'ouvrent. Voilà. Ça, c'est quelque chose c'est devenu une évidence. Voilà. C'est un peu comme quand quelqu'un a un coup de foudre, on ne sait pas pourquoi, c'est cette personne. Oui. Et au-delà de ses qualités, au-delà de ses défauts, c'est cette personne, et cette personne, elle compte plus que tout. Et là, moi, c'est devenu une évidence, quoi. Pourquoi psychomotricien? Alors, le côté psycho, à l'époque, moi, le jiu, c'était souplesse d'esprit et de corps, et je le vis. C'est pas que sur le tapis, c'est un art de vivre. Oui. Donc, vous le vivez au quotidien. C'est des principes le principe du Tao, du Yin et du Yang, c'est un principe universel, donc il s'applique à tout. Et donc, la question de psyché et de soma, psychomotricien, donc le corps et le côté plus psychologique et énergétique, parce que la psyché c'est une partie de l'âme, et l'âme c'est l'ensemble des énergies qui me constituent, donc c'est le côté subtil. Et donc, c'était une évidence, et quand j'ai vu les épreuves du concours, je dis ouais, ça doit être à ma portée. Et je me suis préparé tout seul, puis après avec le CNED, et j'ai été reçu, à ma grande surprise. Ah, c'est un concours. Ah oui, c'est un concours, oui. Donc il y avait pas mal de candidats, et donc les portes se sont ouvertes, j'ai eu le concours, et donc après les 3 ans d'études, à la fin de mon mémoire de fin de formation, c'était une évidence que ce soit la respiration. Et oui. Donc parce que la respiration, c'est une fonction essentielle qui est à la fois du conscient et de l'inconscient, c'est-à-dire du volontaire et de l'involontaire. Et elle est enseignée parallèlement à la technique en Jiu-Jitsu, en Wajutsu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier la pratique, et on va coordonner systématiquement la pratique de la respiration. Et la respiration, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai reçu l'inspiration, c'est-à-dire je reçois une information qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, oui. Mais je ne peux m'exprimer que sur l'expire. Et oui. Et on peut s'exprimer sur le plan verbal, comme nous le faisons, oui. Mais aussi sur le plan non-verbal. Et savoir que le non-verbal est plus de 70% de la communication, et que toute l'expression corporelle par le travail technique avec un partenaire, voilà. Et donc à partir de ça, les notions de psychomotricité me sont venues évidentes pour moi, parce que la question du centrage, on le fait sur le tapis, oui. De l'axe corporel, on le fait sur le tapis, de la droite et de la gauche, de l'avant et de l'arrière, du haut et du bas, toute la structuration spatiale, oui. Et puis on le vit sur le tapis. Oui. Et tout ce qui est la question donc du rythme, c'est-à-dire d'aller plus vite, d'aller moins vite, de s'accorder au rythme de l'autre, de s'accorder à ses propres rythmes, on le vit sur le tapis. Oui. La question de la régulation du tonus, ni trop raide, ni trop mou, quand on travaille l'énergétique, si on est trop contracté, l'énergie circule pas. C'est comme un tuyau, s'il est trop serré, l'eau ne coule pas. Oui. Et si le tuyau est trop large, il n'y a pas de pression, donc l'énergie ne circule pas bien. Et donc,
entretenir sa santé, les fonctions sur le tonus, donc on a dit l'axe corporel, la latéralité, toutes ces fonctions essentielles de la psychomotricité, pour moi, depuis l'âge de 9 ans que je suis sur un tapis, bien, je les ai travaillés. Donc, on a juste mis des mots, des concepts, sur quelque chose que je connaissais déjà. C'est pour ça que ça a été évident pour moi. Ah oui. Oui. À vous entendre, oui, ça allait complètement. Et à Ah vous oui, voir oui, aussi. ça faisait partie de moi. Donc, Oui. comme je l'avais déjà expérimenté sur le plan corporel, Eh oui. il n'y avait plus qu'à accéder à la représentation. Et bien sûr, quand je suis en thérapie, je ne fais pas des techniques de jiu-jitsu, Oui. mais j'en utilise les principes fondamentaux. Eh oui. Ce que j'ai vécu, comme on a parlé tout à l'heure, stabilité, ancrage, coordination, dissociation, tout ça. Pour moi, c'est juste amener l'être à être plus en paix, à se libérer. Et pour moi, la maladie, voilà, c'est ça. C'est un blocage à la circulation de l'énergie, Oui. qui est souvent, bien sûr, inconscient, c'est-à-dire automatique. Et l'idée, c'est d'amener les personnes à être en paix avec elles-mêmes pour que cette perception, cette sensation remonte de la conscience, de l'inconscient, c'est-à-dire de l'intérieur vers le représenté, vers le conscient. Alors, on va terminer, Philippe, par la deuxième corde à votre arc, qui vous tient à cœur, j'imagine, parce que c'est celle que vous avez fondée, Accorescence. C'est une méthode de respiration, c'est bien ça? C'est cela, oui. Alors, accorescence, eh bien, tout est dit dans le mot, être en accord avec ses sens. On sait rééduquer du fonctionnel, on sait faire, on apprend à faire. Notre problème, surtout d'occidental, c'est être à l'écoute de ses perceptions et de ses sensations. Savoir que ces sensations, lorsque je les perçois, mais si elles m'engendrent un stress, eh bien la réponse elle va être automatique, ça veut dire inconsciente. Et pour ça, il faut que je sois en paix pour que l'information remonte à la conscience. Donc ça, c'est un concept que j'ai déjà présenté en conférence, que c'est trop long à détailler là. La question de la respiration, comme je vous avais dit, eh bien c'était une évidence et donc oui, c'était déjà l'objet de votre mémoire. Voilà. Et lorsque je suis arrivé mon premier poste en maison de retraite, sorti d'école, j'ai trouvé un poste de 2 jours en maison de retraite par semaine. Et quand j'ai vu l'état du personnel, je suis allé voir le directeur et je lui ai dit il faudrait s'occuper du personnel. Parce que le personnel est mal, et si le personnel est mal, les résidents seront mal. Alors il me dit, vous êtes là pour les résidents, vous n'êtes pas là pour le personnel. Alors, je dis oui, mais le personnel est là 7 jours, moi je suis là 2 jours, et si on ne s'occupe pas d'eux, ils ne seront pas bien. Donc j'ai fait un deuxième remplacement en maison de retraite, et là le cadre supérieur de santé m'a dit ok. Et donc on a essayé de monter un programme pour le personnel. Et je lui ai dit, si on fait 3 jours de relaxation et de gestion du stress, ça ne sert à rien parce qu'ils vont être bien pendant 8 jours et après ils vont reprendre leurs habitudes. Et oui, tout à fait. Et le problème, c'est du petit à petit, c'est-à-dire on ne change pas nos habitudes comme ça. Oui. Nous sommes enfermés dans des conditionnements et donc pour nous en sortir, c'est pour ça qu'il faut répéter. C'est une pratique en fait. Et voilà, c'est ça. C'est une pratique, c'est une hygiène de vie, oui. C'est prendre soin de soi. Et ce que je dis à plein de mères, et enfin à toutes les personnes que je croise, c'est et vous vous sacrifiez pour vos enfants, vous sacrifiez pour tout le monde, mais vous, quand est-ce que vous prenez du temps pour vous? Et c'est pour ça qu'à Accorescence, j'ai mis un temps pour soi, ou à la rencontre de soi, c'est-à-dire que je vais faire des ateliers toutes les semaines, et petit à petit, je vais amener les personnes à prendre conscience de ses perceptions, de ses sensations, de sa respiration, qui va permettre justement de développer au niveau du bas-ventre, d'aider à prendre conscience des troubles urinaires, peut-être des troubles sexuels, des problèmes de dos, des problèmes digestifs, de constipation, des problèmes de... Voilà. Donc vous savez que le diaphragme et la respiration influe sur toute la sphère digestive et tous les organes du ventre et aussi du bas-ventre. Et donc, progressivement, au fil des semaines et des mois, donc je fais des ateliers toutes les semaines et pendant 1 heure, on aborde un petit sujet, mais pas que dans l'intellect et la connaissance, mais surtout dans le vécu et dans le senti.
Et ensuite, les personnes peuvent, elles, si elles le veulent, le travailler chez elles le reste de la semaine et on le reprend la semaine d'après. Ah oui, donc pendant 1 heure, en fait, il y a un moment de pratique de respiration, selon la méthode, et un moment d'échange. Voilà, c'est un échange pour ramener la perception à la représentation. Et c'est toute une étude de son corps, mais pas intellectuelle, mais vécue et sentie. Et plus je suis en conscience de mon corps, plus je vais être en paix, parce que ce qui nous fait peur, c'est juste l'inconnu. Oui. Donc souvent, on a peur Bien sûr. de nous-mêmes, Oui. de nos perceptions, parce qu'on ne sait pas ce que l'on perçoit. Donc c'est une éducation, parce qu'on ne peut pas lutter, pour moi, contre nos automatismes. Nous avons des automatismes qui datent depuis notre enfance, qui peuvent venir de nos parents, de nos grands-parents. Donc on a tout un héritage et on ne sait pas pourquoi on reproduit les schémas comme ça. Et des fois on dit telle maladie, ma mère elle l'a eu, ma grand-mère elle l'a eu, donc moi je l'ai. Oui. Pourquoi ça serait une fatalité? Oui, tout à fait. Parce que si ma grand-mère elle fonctionnait comme ça et que ma mère elle a fonctionné comme ma grand-mère, elle l'a eu. Et si moi je fonctionne comme ma mère, je l'ai eu aussi. Alors que non. Pourquoi ne pas essayer? J'ai pas dit que ça marche, mais je vois le résultat quand même, plus ou moins long, parce qu'il nous faut du temps. Oui, il faut du temps. Voilà, Oui. donc un petit peu à la fois, et le fait d'y revenir toutes les semaines. Alors moi, je monte mon programme sur l'année. Là, on va commencer cette semaine. Et on va aller jusqu'au 21 décembre. Et jusqu'au 21 décembre, je le mets sur le cycle de la Terre. Donc la Terre commence à inspirer, puisqu'elle revient vers son centre, les jours diminuent. Et donc nous, on va travailler le centrage abdominal, prise de conscience du bas-ventre, de la respiration abdominale, et tout. Voilà. Et ensuite, du 21 décembre, donc de début janvier jusqu'au 21 mars, c'est l'hiver, on ne voit pas les arbres bouger. Eh oui. Mais les arbres ne font pas rien. Ils vont travailler leurs racines, ils travaillent en sous-sol. Ils vont travailler leurs racines pour chercher des nutriments et pour s'enraciner quand le vent il va souffler. Et donc, nous, on travaille à la stabilité, l'ancrage, l'équilibre, voilà, toutes ces notions. Pour ensuite, à partir du 21 mars, là, les bourgeons, et pour avoir des fleurs, et donc plus pour s'ouvrir. Et cette année, grâce au Covid, j'ai pu avoir le temps de monter des ateliers de marche consciente. Et donc, à partir de début juin, on va sortir de la salle. Et juin-juillet, je vais faire des ateliers de marche consciente et mettre tout ce qu'on a vécu en théorie et en pratique dans la salle pendant l'hiver. On va le travailler au début de l'été, dehors, en dynamique et en relation avec la nature. Ah oui, donc chaque saison, quelque chose de nouveau, approprié à chaque saison. C'est ça. Ouais. Voilà. Et tout ça, c'est la synthèse de tout ce que j'ai vécu et appris ces 30 années. Autant que ce soit dans l'art martial que dans la relation thérapeutique avec tous mes patients. Voilà, donc, et c'est pas terminé, je veux dire, vous êtes toujours en train de créer, forcément. Oui, c'est l'école de la vie. Voilà. Moi, j'apprends au travers des autres, grâce aux autres. Et c'est pour ça que quand Jigoro Kano, je reviens à lui, parlait d'entraide et prospérité mutuelle, c'est ça. C'est cet échange, cette communication, chercher à comprendre l'autre, qui me permet de mieux me comprendre à moi, et donc de pouvoir aussi être à l'écoute de l'autre. Tout ça, c'est dynamique et c'est constructif. Merci beaucoup Philippe pour ce merci partage. De votre écoute et de votre accueil. Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes, en quête de sagesse ou tout simplement inspirés, nous prêtent leurs lunettes pour voir le monde tel qu'ils le contemplent. Vous êtes dans l'émission Envie de sagesse.